La saga Alien, c'est un monument du cinéma. Une saga devenue culte au fil des années, qui s'est construite à chaque épisode, qui ont pour particularité d'être chacun apporté par un réalisateur différent et donc une vision différente. Cependant, l'un d'eux a eu lui l'occasion de revenir plusieurs fois sur la saga, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que nous allons traiter dans cette série de vidéos. Nous allons parler bien sûr de Ridley Scott sur la saga Alien. Avant de commencer, je tiens à préciser que bien évidemment, je vais spoil allègrement Alien, le huitième passager, car c'est une analyse de film. Et je vais également spoiler quelques éléments d'Aliens, le retour. Et si c'est pas déjà fait, je vous conseille fortement d'aller les voir. Ou même si vous souhaitez, pour bien comprendre tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo, les revoir, pourquoi pas. Bien, maintenant que c'est fait, commençons par la création du film. Dan O'Bannon, après avoir scénarisé Darkstar, le premier film de John Carpenter, commence à écrire son propre scénario intitulé Memory, qu'il va dans un premier temps mettre de côté lorsqu'il est contacté pour travailler à Paris pendant 6 mois pour le film Dune d'Alejandro Jodorowsky. Pendant la préparation du film, il fera la connaissance de H.R. Giger, un dessinateur suisse avec un style de dessin bien particulier qui sexualise des créatures mécaniques. Dit comme ça, on dirait un fétichisme chelou, mais je vous assure qu'en vrai, ça vaut le coup d'œil. Faute de financement, le projet Dune est annulé et Dan O'Bannon rentre et commence à retravailler son Memory avec Ronald Shusett et est renommé Star Beast. Le film a pour ambition d'être un film bas budget de série B, mettant en scène des gremlins qui harcèlent et tuent un par un les membres d'un équipage de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, trouvant que comme titre, c'est pas terrible, le nom Alien sera choisi car le mot apparaît souvent dans le script. Et là, je fais une première petite pause car à ce stade de la vidéo, vous devez vous demander pourquoi il nous casse les couilles avec tout ça, c'est pas le sujet, ce à quoi je vous répondrai oui, mais ne vous inquiétez pas, ce sera important pour plus tard. Et sachez également qu'en vrai, je synthétise à mort car il y a beaucoup plus de gens impliqués dans le projet. Après avoir vendu le scénario à la Fox, qui quelques années auparavant a connu le succès avec un autre film de science-fiction, le script passe entre les mains des producteurs Walter Hill et David Giller, qui vont apporter par exemple le fait qu'il y ait un androïde dans le vaisseau. Et après avoir cherché un réalisateur, le choix se porte alors sur Ridley Scott, qui grâce à ses storyboards va faire doubler le budget alloué au film, passant de 4 à 8 millions de dollars. Cependant, Ridley Scott a pour ambition de faire un grand film plutôt qu'un film de série B. O'Bannon ramènera alors des anciens collaborateurs du Dune de Jodorowsky, dont Giger, qui sera en charge de designer l'alien et le vaisseau alien. Scott relira également le premier script d'O'Bannon et Shusett et le préférera au script remanié par Hill et Giller. Un dernier retravail sur le scénario donnera alors la version définitive d'Alien. Bon, et bien voilà pour la partie création du film. Maintenant, je vais passer à l'analyse et je tiens à préciser que mon avis ne va pas révolutionner la chose, il ne sera pas controversé non plus. Le film reste un putain de chef-d'œuvre en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un film qui aura 45 ans cette année et qui n'a presque pas vieilli. Je dirais pas qu'il n'a pas vieilli, mais presque pas vieilli. Car il y a quand même 2 ou 3 plans que je vais détailler ensuite qui m'ont fait un peu tiquer. Après, il faut aussi remettre ça dans le contexte de son époque. Je trouve que c'est important de toujours replacer le film dans son époque pour pouvoir en profiter un maximum en fait. Le film commence grosso modo en 2122. De toute façon, ça se passera toujours en 2122. On a un plan sur le vaisseau à l'extérieur. On voit que le vaisseau ne va vraiment pas très vite. Déjà, dès le début, on nous fait comprendre que s'il y a un problème, il faut pas être pressé tout simplement. Juste avant ça aussi, c'est pareil, je voudrais revenir sur le générique d'intro qui est, je trouve, très angoissant en fait. On est dans l'espace, mais on n'est pas dans l'espace qui cherche à nous faire rêver, contrairement à un Star Wars. On se sent déjà seul dans cet espace, c'est sombre, c'est inquiétant, c'est l'inconnu finalement. Et on a aussi un beau travail sur la musique, qui d'ailleurs nous met pas très très bien à l'aise. Je trouve que cette musique, elle nous ferait presque penser à des musiques qu'on pourrait retrouver dans La Planète des Singes finalement, qui est aussi La Planète des Singes, le premier du nom en tout cas, probablement dans le top 10 de mes films préférés, parce que c'est pas évident de faire d'élire un film préféré, j'ai envie de dire. On a un plan ensuite sur l'intérieur du vaisseau, même si les couloirs sont assez étroits, qu'on installe quand même un sentiment de claustrophobie, je trouve que pour le début, le vaisseau a l'air quand même assez rassurant, c'est-à-dire qu'on est quand même assez bien éclairé dans ce vaisseau. On a une dominance du blanc, c'est qui a tendance plutôt à nous rassurer, je trouve. Et je trouve que pour installer tout ça, pour le moment, il n'y a pas de danger, on nous le fait comprendre. Ça se passe bien. On est rassuré. Ensuite, on voit un petit peu notre équipage du coup se réveiller prématurément, ce qu'on va apprendre
à la scène du petit déjeuner. Ce qui est assez malin dans le film, je trouve, dès le début, c'est qu'en fait, on n'a pas de personnage principal, à part dans les 20 dernières minutes, grosso modo, où on comprend que c'est le personnage de Ripley, donc de Sigourney Weaver, qui est le personnage principal. Avant ça, on a une scène au réveil où c'est le personnage de John Hurt qui va se réveiller en premier, donc Kane, qui est celui qui va mourir en premier, et pourtant le film essaye de nous faire croire, même quelques instants, qu'en fait ce sera lui le personnage principal du film, alors que pas du tout, ce qui est très très malin. Ensuite, on a cette scène du petit déjeuner où il y a vraiment assez peu de dialogue finalement, il n'y a pas d'installation de personnages, il n'y a pas tel personnage a tant d'enfants, donc il est pressé de rentrer, ce personnage-là, il est affecté par quelque chose qui lui est arrivé. Non, il n'y a pas ça du tout. Et c'est une assez bonne chose finalement de pas développer les personnages, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans ce film. Là, on sait juste que grosso modo, l'équipage, c'est des routiers de l'espace, ils sont là pour faire leur mission. On comprend en pas beaucoup de phrases et un petit peu disséminé, pas tout n'est pas dans cette scène d'exposition, mais un peu disséminé dans le film, que grosso modo ce sont des collègues qui se connaissent pas forcément, parce que on a un moment Ripley qui dit au capitaine, donc Dallas, si il connaît l'officier scientifique H, qui s'avérera plus tard être le robot du film, et il lui répond que non, pas du tout, il a fait plusieurs missions avec un autre officier scientifique, et que celui-ci a été ramené 2 jours avant de partir. Et donc c'est ce qui renforce encore une fois le côté on se connaît pas, on n'est pas attachés les uns aux autres finalement, ce qui renforce un petit peu ce sentiment de solitude, c'est-à-dire que même s'ils sont à 7 dans le vaisseau, on sent que les personnages, bah ils ont pas d'attache, ils se connaissent pas vraiment, parfois ils s'entendent pas bien entre eux, et je trouve ça important car en fait on a tout le monde qui est un petit peu solitaire. Autre chose qui contribue au succès du film, mais qui a également motiver les producteurs à le produire, c'est aussi parce que Star Wars est passé par là et que la science-fiction, ils ont bien vu que ça marchait. Et contrairement à Star Wars, il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien de propre, il n'y a rien de beau, enfin, rien de beau, de fantastique, on va dire. Là, tout est très terre à terre. On voit qu'il y a des difficultés pour atterrir, des difficultés avec le vaisseau qu'il faut réparer tout le temps. Il y a un peu ça dans Star Wars avec le Faucon Millennium, mais c'est pas encore la même chose. Très terre à terre en fait. On essaye de toute façon de nous immerger plutôt que de nous faire s'évader. On veut pas, on n'est pas là pour de l'évasion, on est là pour l'immersion. Ensuite donc, 3 de nos compagnons vont aller explorer ce vaisseau extraterrestre qui émet ce signal. Donc on va avoir Dallas, le personnage de Lambert, et aussi du coup le personnage de Kane. On a une exploration d'un vaisseau, on voit pas tout, on devine quand même qu'ils ont bien exploré le vaisseau de fond en comble, que ça leur a pris un certain temps. On les voit du coup confrontés à cette fameuse salle du Space Jockey. Space Jockey qui va être un alien, un squelette d'alien immense de 4 à 5 mètres, où on voit qu'il y a un trou au niveau de sa cage thoracique. Donc là, il va y avoir les premières questions de qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il va y avoir 1000 questions qui vont se poser et je trouve que c'est ultra fort en fait d'avoir plein de questions et aucune réponse. Je trouve que ça appelle à... c'est encore un appel à l'inconnu, c'est encore un truc très effrayant. On veut savoir et en même temps on a un peu peur de savoir. Donc suite à ça, on va avoir Kane qui va trouver en contrebas une salle avec plein d'œufs. C'est ce qu'il va décrire en fait comme des sortes d'œufs, mais faits en cuir, si je me souviens bien, je crois que c'est ça qu'il dit. Et donc il va explorer, on va voir que finalement dans ces œufs il y a les fameux facehuggers. D'ailleurs il y a un d'entre eux qui va s'accrocher à notre ami Kane. Je trouve aussi, c'est un truc que je vais parler tout de suite, c'est que c'est un film qui est en carton. C'est pas une insulte, c'est, je trouve, c'est un... Au même titre que Les Dents de la Mer ou qu'un Star Wars, encore une fois, ce sont des films qui ont été faits avec très peu de moyens ou avec beaucoup d'inventivité. Ce Alien, c'est un peu pareil. On va avoir les œufs où on va avoir des vrais organes de vache qui vont être mis à l'intérieur. On va avoir des organes de mouton également. Et ça c'est preuve d'une inventivité. Pareil pour le décor du vaisseau. Grosso modo, il va y avoir que celui-ci qui va être fait. Il est fait entièrement pour qu'il y ait plus d'immersion pour les acteurs.
On va avoir évidemment le décor du Space Jockey, c'est ça qui va provoquer une rallonge, une autre rallonge en fait financière sur le film et le quatrième acte dont on va parler un peu plus tard. Donc oui, on a le facehugger qui s'accroche sur le personnage de Kane. Là, on nous fait comprendre que c'est la panique, il faut rentrer vite au vaisseau. On a aussi le personnage de Lambert, qui est un personnage, je trouve, important, qui est censé représenter ce que le public ressent, et ça marche à la perfection, on va pas se mentir. Elle est stressante, elle est apeurée, paniquée, en pleurs, tout ce que vous voulez. Ça marche hyper bien. Là, il va y avoir une confrontation en fait qui va se faire entre Ripley et Dallas sur le fait de laisser rentrer ou pas le bonhomme, du coup notre ami Kane, qui doit être mis en quarantaine. Le capitaine lui dit non. Elle campe sur ses positions comme quoi que si, il faut le mettre en quarantaine. Finalement, c'est Ash, l'officier scientifique, qui va leur ouvrir. Et donc, on voit encore une fois ici que en fait les personnages ne s'apprécient pas tant que ça. Enfin, on essaye d'être rationnel avant de rentrer dans le côté émotionnel. Et ça, je trouve que ça marche très très bien. On va ensuite avoir donc la scène où on va avoir le facehugger, où ils vont tenter de le décrocher à ce pauvre Kane. Facehugger qui s'est attaché de lui de force. Ça c'est pareil, c'est très important, je vais revenir après évidemment. Qui va s'attacher de force du coup à notre ami Kane. Ils vont essayer de le retirer, ça ne marche pas. La créature a du sang acide en plus qui a pour but de dissuader de le tuer finalement. Car en plus de potentiellement arracher le visage de Kane, bah ça envoie de l'acide et c'est pas forcément très sympa. Suite à ça, plus tard, on va avoir Kane qui va totalement être rétabli finalement, pendant que Ash fait un petit peu ses expériences scientifiques. On va voir qu'il va un petit peu disséquer le facehugger, regarder un petit peu dans tous les sens, c'est pareil. Ça c'est encore un autre exemple que le film est fait avec un peu les moyens du bord. Parce que finalement le facehugger il est fait que avec des fruits de mer. Et pourtant on arrive à un résultat très convaincant. C'est ça que je trouve admirable dans ce film encore une fois. C'est que sa créativité. Ensuite, une chose aussi que je voulais mettre en avant dans ce côté film en carton, c'est qu'on a beaucoup de plans qui sont faits caméra à l'épaule. Et c'est quelque chose qui renforce énormément l'immersion. On a l'impression d'être un de ces passagers finalement. Un de ces passagers qui est simplement spectateur. Un de ces passagers qui peut malheureusement rien faire face à la situation. C'est très fort, c'est très fort. Il y a beaucoup de plans qui fonctionnent comme ça. Caméra à l'épaule, notamment la fin. C'est pareil, on y reviendra encore un peu plus tard. Suite à ça, Kane est totalement rétabli, comme je le disais. Va se suivre la scène du dîner. Il faut savoir que cette scène du dîner, où on a du coup le Chasebuster, qui va sortir du ventre de ce pauvre Kane. C'est une scène qui a motivé les producteurs en fait à financer le film. Ils savaient que si cette scène était réussie, le film deviendrait culte. Pour moi, le film n'est pas culte que à cause de ça, mais il faut bien avouer que c'est quelque chose qui est réussi. Car, pour vous donner un exemple, j'ai revisionné plusieurs fois le film, bien évidemment, pour les besoins de cette vidéo. J'ai fait un visionnage avec un ami à moi qui a une culture cinématographique assez faible. C'est pas une insulte, c'est juste un état de fait. Il n'avait jamais vu Alien. Le seul moment où il m'a dit je sais ce qui va se passer, je l'ai déjà vu, c'était sur cette scène-là. Ce qui prouve que cette scène a en quelque sorte un petit peu dépassé le film. Et quand une scène dépasse le film, c'est que forcément elle est culte, elle est mythique. C'est réussi parce que c'est ce qu'il voulait. Il y a plusieurs choses à dire sur cette scène. Déjà, le fait que Ridley Scott n'avait pas prévenu les acteurs de ce qui allait se passer, même s'il y avait des doutes parce qu'il y avait forcément des bâches sur les caméras et tout pour les projections de sang. Donc toutes les réactions que vous voyez à l'écran sont authentiques. Ce qui est, je pense, peut être assez effrayant quand même si tu t'attends à ce qu'il se passe des choses, voir une espèce d'alien sortir du bide de ton copain, c'est pas forcément foufou quoi. Suite à ça, il va suivre une belle cérémonie, une belle, un dernier hommage à Kane, où tout le monde, il n'y a pas d'émotion, c'est froid, c'est ce qui prouve encore que finalement c'est un petit peu chacun pour sa gueule sur ce vaisseau.
Et donc suite à ça, on va avoir du coup les membres de l'équipage qui vont se mettre à la recherche du coup du fameux Chase Buster. Donc à ce moment-là du film, on cherche encore quelque chose d'assez petit. C'est à taille entre guillemets raisonnable, j'ai envie de dire, même si ça fait déjà bien flipper. Donc on va avoir deux équipes qui vont se former. Donc d'un côté Ash, Lambert et Dallas, et de l'autre Ripley, Brett et Parker. C'est eux qu'on va suivre. Et donc ils vont chercher forcément quelque chose à ras du sol. Ils vont chercher un petit peu dans des placards, tout ça. Ils vont tomber sur le chat, bien évidemment. Le chat que je soupçonne fortement d'être le complice de notre cher alien. Notez que je dis alien et pas encore xénomorphe, car le terme de xénomorphe va être vraiment introduit dès Alien, le retour, donc la suite. Et suite à ça, ils tombent sur le chat, donc ils n'arrivent pas à l'attraper. Et ils vont envoyer Brett tout seul aller chercher le chat, car c'est toujours une bonne idée dans des films d'horreur de se séparer. Donc on va avoir Brett qui va aller chercher le chat, qui va nous faire des minou. Et là on va avoir une scène quand même assez longue, très très longue, de 5 minutes grosso modo, où on va voir Brett, on sent que ça va arriver en fait, qu'il est déjà foutu. Même si à l'époque c'était peut-être je dis bien pas si évident que ça, parce que forcément aujourd'hui on a vu beaucoup de films, on sent plus les choses arriver, parce que forcément les codes qu'on avait à cette époque pour des slashers, parce que Alien reste un film à la fois d'horreur, donc slasher, slash science-fiction. Slasher, pour ceux qui ne le savent pas, c'est grosso modo film d'horreur où les gens se font tuer un par un, il y a un groupe de plusieurs personnes, un tueur, c'est un slasher. Et donc on a ce pauvre Brett, grosso modo, qui est foutu, dans une scène, comme je le disais, assez longue. On va avoir justement un truc pas très compréhensible pour tout le monde. On va avoir une salle où finalement il va y avoir de la pluie dans le vaisseau. C'est quelque chose qui peut paraître incohérent comme ça, et qui est incohérent d'ailleurs. Mais de toute façon, comme l'explique Ridley Scott dans le commentaire audio du film, en fait, il a dit que grosso modo on s'en foutait. C'est pas grave si c'est pas cohérent, on n'a qu'à dire que grosso modo il y a un problème de condensateur quelque part, c'est pas quelque chose d'urgent, ils le répareront plus tard. Moi ça me suffit honnêtement, ça me suffit parce que il a voulu clairement faire quelque chose de plus esthétique que réaliste, et pourquoi pas, on peut se permettre quand même des choses dans le cinéma de pas forcément cohérent. Il en faut un minimum de cohérence, on y reviendra sur le prochain film que je compte analyser, vous inquiétez pas. Et donc on a ce Brett, on essaye de regarder un peu partout dans cette salle, voir si on voit pas l'alien. En tout cas c'est le sentiment que j'ai l'impression que c'est une volonté que le réalisateur avait aussi. J'ai cette impression, hein, encore une fois, qu'on essaye de regarder un petit peu partout, voir si on ne l'aperçoit pas cet alien, et finalement bah on ne l'aperçoit pas, juste au moment où on voit une grande queue derrière ce pauvre Brett. Et là on voit l'alien en plan serré. Ça c'est très important de voir des plans serrés, je trouve, enfin de préciser qu'on voit des plans serrés en tout cas sur l'alien, c'est-à-dire qu'on le voit jamais entièrement. Un coup on voit sa queue, un coup on voit sa tête, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on comprend pas trop la première fois qu'on voit à l'écran, ce qui est plus inquiétant finalement que de voir un corps entier, voir comment il est fait le machin en fait. Et donc là, mort de Brett, il est tiré au plafond, et là ça fait quand même, c'est autre chose que je tiens à préciser, ça faisait quand même 1 heure que le film avait commencé. Sur 2 heures, du coup, il y a eu la moitié du film où on ne voyait pas cet alien. Et je trouve ça important à préciser dans le sens où on sent que le rythme est un petit peu au service de la narration. On nous fait progressivement monter la tension, en fait. C'est-à-dire qu'au début, forcément, il y a un bout de scène d'exposition où on comprend les personnages, leurs motivations, sans trop creuser les personnages, comme je l'ai expliqué précédemment. Et on a du coup cet alien qui arrive au bout d'1 heure de film. Et en fait, c'est un rythme lent qui fait monter la tension. On sait que le vaisseau va lentement. C'est pareil, il y a une phrase qui va glisser avant du coup qu'ils se mettent en chasse du Chase Buster. Finalement, ils ont 10 mois avant d'arriver sur Terre. Ce qui est long. Le vaisseau va lentement. En fait, tout est extrêmement lent dans ce film. En tout cas, la première heure. Parce qu'après, ça va avoir tendance un petit peu à s'accélérer. Et ça fait que augmenter la tension, en fait. Et je trouve ça vachement important. C'est quelque chose où, si vous avez l'habitude de regarder des films récents
et pas trop de cette époque et que vous n'avez vraiment jamais regardé de films de cette époque, je comprends que ça puisse un peu déstabiliser, pas nous habituer, mais franchement, c'est encore une fois, c'est très important et je trouve ça réussi tout simplement. Je trouve que le film fait grosso modo un sans faute de toute façon. Donc, suite à la mort de Cher Brett, là, l'équipe va se réunir encore une fois et on va avoir Parker qui va dire que grosso modo c'était quelque chose d'immense qui l'a attrapé et qui s'est enfui dans les conduits de ventilation. Ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est pareil, je vais y revenir encore un peu plus tard. Euh, c'est pas évident à comprendre, c'est presque une incohérence dans le film, dans le sens où on voit effectivement l'alien monter avec Brett quelque part donc, dans ses conduits d'aération, mais à aucun moment en fait on voit Parker dans la scène qui voit en fait Brett se faire enlever par l'alien, et ça crée une première incohérence, mais encore une fois ça j'y reviendrai un peu plus tard. Suite à ça, on va avoir une scène où finalement ça va être Dallas, le capitaine du vaisseau. Le personnage principal même à ce moment-là, en fait, c'est une volonté, c'est voulu, parce que c'est à ce moment-là l'acteur le plus connu du casting. Et si vous voulez, les gens pensaient forcément que c'était lui le personnage principal. Et si on regarde la bande-annonce d'époque, déjà de 1, il n'y a aucun moment où on voit l'alien, ce qui en soi aurait gâché une belle surprise. Et on peut pas deviner dans la bande-annonce en fait qui est le personnage principal, et encore une fois je trouve que dans le film il y en a pas de toute façon. Le personnage principal du coup de Ripley va se révéler grosso modo dans les 20 dernières minutes du film, où il va y avoir que elle qui sera vivante, hein, grosso modo. Et donc le personnage de Dallas va plonger enfin plonger non même pas, puisque ça monte forcément. Donc personnage de Dallas va aller dans ses conduits d'aération à la recherche de l'alien pour essayer de lui cramer la face. Et il va être guidé par du coup le personnage de Lambert qui, je rappelle, est censé représenter le point de vue des spectateurs. Donc ça va être hyper stressant ce qu'elle va faire, lui dire il arrive vers toi, non, il arrive vers toi, attention, machin, hein. Et ça fait que monter la tension, ça fait que ça. Tu commences à flipper, tu te dis putain, où est-ce qu'il est ce con d'Alien. C'est magistral. En plus, suite à ça, tu vas avoir un appareil qui se sert pour détecter les mouvements de, de l'alien. J'allais dire de choses en mouvement, oui, forcément. Parce qu'il n'y a pas que l'alien qui est représenté sur ce truc, mais bref. Et en fait, dès que l'alien commence à approcher, t'as tout comme un cardiogramme en fait. C'est-à-dire que ça fait ce qui fait encore augmenter la pression, ce que je trouve incroyable. Et là, par contre, on va avoir un truc, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, le film il va avoir 45 ans cette année, et il y a des choses qu'on peut pardonner quand même. On va avoir un plan où on va voir l'alien en entier, ou en tout cas quasiment en entier, qui va nous faire un truc, qui va nous faire ça. Je trouve que ça c'est un peu ridicule maintenant aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve que sur cette scène, on pourrait lui dire n'importe quoi, cet alien. Petit bonhomme qui rit même de ses malheurs, petit bonhomme toujours de bonne humeur, petit bonhomme avec un gros comme ça, ce petit bonhomme c'est Butter, ouais c'est moi. Et donc suite à ça, on va avoir du coup Ripley qui va devenir numéro 1 dans le commandement en fait, car le capitaine était Dallas, le second c'était Kane, pardon. Ce qui montre aussi, encore une fois, que finalement, c'est pas parce que t'es le plus haut gradé et susceptible d'être le héros du film que tu es à l'abri. Et elle commence à avoir des doutes, en fait, sur Ash, sur le fait de pourquoi finalement il n'agit pas, pourquoi il fait rien, pourquoi il a pas voulu qu'on tue le Chasebuster quand il a pris la fuite. Elle va avoir plein de doutes et finalement elle va lui dire que finalement elle va avoir réponse à ses questions, car elle va pouvoir accéder à maman qui est toujours du coup l'ordinateur du vaisseau. Elle va lui demander pourquoi des précisions en fait sur l'alien, pourquoi, qu'est-ce qui se passe grosso modo, et elle va apprendre que finalement l'officier scientifique, H, va recevoir des ordres comme quoi la mission prioritaire, c'est de ramener l'être extraterrestre en vie, et que l'équipage est sacrifiable.
Donc ça, il y a que évidemment l'officier scientifique qui le sait. Donc forcément, elle va prendre ça. Je vous laisse deviner qu'elle n'est pas très contente. Suite à ça, il va y avoir toute une scène où elle va essayer de s'enfuir pour prévenir les autres. Et finalement, Ash va l'empêcher de s'enfuir. Et Ash, donc on va voir qu'il va être pris grosso modo d'une pulsion en fait, d'une pulsion meurtrière, mais aussi une pulsion sexuelle. Ça, c'est quelque chose de très important du coup dans le film, où finalement il va enrouler un magazine porno, pour un chat, pour étouffer Ripley avec, en le lui enfonçant dans la bouche. Et du coup, ça nous rappelle en fait, donc comme je disais, une pulsion sexuelle. C'est que en fait, le film Alien va grosso modo avoir une thématique du viol. Euh, le facehugger va commencer par une pénétration finalement non volontaire sur ce pauvre Kane. Ça, c'est un premier point en fait. On va avoir aussi du coup ce H qui va enfoncer de force, encore une fois, une pénétration finalement non consentie dans la gorge de notre cher Ripley. Et même grosso modo, en fait, c'est quelque chose qui est volontaire, c'est pas quelque chose que je fantasme ou que j'invente, hein, le fait qu'il y ait une grande thématique du viol et même une sexualisation du film, c'est quelque chose qui a été voulu, notamment par le dessinateur Giger. Enfin, en tout cas, disons que son style collait bien avec ça. Par exemple, quand on les voit pénétrer dans le vaisseau alien, les entrées sont en fait en forme de vagin, en forme de sexe féminin, si vous préférez. Le fait que l'alien ait une tête assez longue comme ça, c'est pas pour rien si ça vous rappelle quelque chose. C'est même le Chasebuster, finalement, quand il sort du ventre, il a une apparence de sexe masculin. C'est pas pour rien. Tout est volontaire en fait, c'est vraiment un sous-texte volontaire. Il y a des gens qui disent ah bah oui on dirait une tub, bah c'est parce que c'est voulu pour que ce soit une tub en fait. Et donc on a tout un sous-texte comme ça et après on va avoir une scène encore plus dérangeante du coup sur cette thématique que je vais aborder juste après. Suite à ça, donc on revient sur notre officier scientifique, j'allais dire scientifique, oui scientifique. Qui essaye de tuer Ripley, de l'étouffer. Et là, on va avoir du coup les deux seuls autres survivants, Parker et Lambert, qui vont arriver. Là, on va avoir Parker qui va mettre un grand coup dans la tête de Ash, donc de l'officier scientifique. Et là, donc la révélation tombe. Finalement, c'était un androïde, ce bon cher Ash. Et donc, du coup, là, il va y avoir un premier sentiment de trahison. Finalement, on voit que les personnages ne se connaissent vraiment pas. On sait que du coup, il y a cette compagnie qui a envoyé ce robot qui avait lui une mission bien spécifique, bien à part par rapport aux autres membres de l'équipage. Ils vont se sentir trahis par rapport à leur employeur, ce qui est normal, hein, l'employeur était prêt à les sacrifier pour ramener un organisme extraterrestre sur Terre. Et donc suite à ça, ils vont interroger en rebranchant un petit peu la tête du reste du corps de notre officier scientifique pour l'interroger. C'est là qu'on va avoir aussi du coup un autre de ces plans qui a vraiment vieilli pour le coup, la transition entre la tête sculptée, la tête en plastique j'ai envie de dire, et la vraie tête de l'acteur qui joue Ash, du coup, à Ian Holmes. Et donc la transition entre la tête du mannequin et de Ian Holmes qui est un petit peu douteuse, j'ai envie de dire. Donc ils vont l'interroger qu'effectivement il a bien pour ordre de ramener cet organisme, que tout le reste, ils s'en bat les steaks, hein, grosso modo. Ils vont lui demander également comment se débarrasser de cet alien. Ils vont lui dire ce à quoi il va répondre vous m'inspirez de l'empathie, je vous souhaite bonne chance. Grosso modo, j'ai plus la phrase en tête, mais c'est grosso modo ce qu'il dit. Je trouve cette phrase intéressante parce que en fait ça implique vraiment beaucoup de choses. Déjà le fait que il y a une compagnie
qui est donné pour mission à un androïde de ramener l'organisme alien qui se trouve sur cette planète. Ça implique de un qu'il y a déjà quelqu'un quelque part qui connaît l'existence de ce signal. Il y a probablement déjà eu une équipe ou une personne qui s'est rendue sur place et qui sait qu'est-ce qu'il va trouver en fait sur place. Le fait que notre bon androïde nous dit que les autres lui inspirent de l'empathie et qu'il leur souhaite bonne chance, ça implique aussi qu'ils ont déjà été confrontés en situation de combat presque, j'ai envie de dire, contre cet alien. Ça pose encore plus de questions par rapport à ce qu'on a vu au début sur ce vaisseau extraterrestre avec ce qu'on appelle le Space Jockey, qui on ne connaît rien de sa race, on ne connaît rien de qu'est-ce qui s'est passé dans ce vaisseau, on ne sait pas si c'est lui qui est l'instigateur de tous ces œufs dans le vaisseau, on ne sait rien finalement. Et là on a encore plus de questions parce qu'on se dit ah bah finalement cette découverte un peu étrange, bah c'est une découverte que pour nos personnages en fait et pour nous accessoirement. C'est quelque chose qui a déjà été trouvé finalement. Et ça ouvre encore des portes, des questions et qui vont peut-être trouver réponse plus tard, j'ai envie de dire. Mais ça encore une fois on le verra dans le prochain film que je compte analyser, hein. Je pense que vous avez compris vers où je vais, de toute façon. Et donc, oui, suite à ça, on va avoir Parker qui va finalement finir par cramer notre officier scientifique. Ils s'en vont. Et là, ils vont encore se séparer en deux groupes, si j'ose dire, puisqu'ils sont plus que trois, donc il va y avoir un groupe de deux, un groupe de un, forcément. On va voir le personnage de Ripley qui va partir à la recherche du chat. Il y a des gens qui vont... J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit putain, c'est un peu con en vrai, dans une situation d'urgence comme ça, d'à tout prix vouloir aller chercher le chat. Moi, je trouve ça pas con. Finalement, je connais... moi, j'ai pas d'animaux à titre personnel chez moi. J'ai déjà eu des animaux. Je pense que les gens qui ont des animaux savent qu'on peut très vite s'attacher à ces bêtes-là et que parfois, il faut qu'on aille aussi les chercher, quoi. Il n'y a pas à chier. Et donc, finalement... Quand on a les deux groupes qui sont formés, on a du coup, comme je le disais, Ripley qui se retrouve toute seule, et on a Parker et Lambert qui, eux, vont être à deux. Et on insiste beaucoup dans un premier temps sur le personnage de Ripley, et on se dit, ah bah, ça y est, finalement, ça va être son tour, elle est toute seule, elle est isolée, l'alien, il va en profiter, il va en faire son 4 heures, si j'ose dire. Et là, non. En fait, l'alien, on nous prend à contre-pied, finalement, on casse le code du slasher et on a l'alien qui va s'attaquer aux membres qui sont deux. Donc on va avoir Parker qui va mourir dans un premier temps et là on va avoir encore une fois, pour renvoyer à cette thématique du viol, c'est la scène que je disais que je vous parlais pas tout à l'heure, on va avoir l'alien qui va être confronté au premier personnage féminin qu'il va croiser et là on va juste avoir un plan de sa queue, sa queue, hein, qui va aller se glisser entre les jambes de Lambert et on va rien voir face caméra. On va juste voir le personnage de Ripley qui va courir vers eux et on va avoir un cri plein de... Enfin, un cri très effrayant finalement. On va avoir un cri quand même assez effrayant, quoi. Et on sent que son supplice dure finalement. Ce qui est quand même assez dérangeant. Et ensuite, donc on a le personnage de Ripley qui va faire la découverte des deux corps, dont celui de Lambert où on voit rien, hein, on voit juste des jambes nues suspendues alors qu'elle avait un pantalon avant, ce qui laisse vraiment suggérer pas mal de choses, quoi. Et encore une fois, c'est très volontaire d'avoir du coup, j'allais dire un monstre, mais ouais, non, deux monstres finalement, en comptant l'androïde, qui ont ce côté en plus finalement, ils sont pas juste là pour tuer ou pour faire le mal, enfin ils sont là en partie pour ça, surtout l'alien, hein. Mais ils ont un vice en plus en fait, ce qui les rend encore plus effrayants finalement. On va rentrer dans les 20 dernières minutes du film, là c'est pareil, je trouve que c'est une masterclass et là on a le côté caméra à l'épaule qui va fonctionner hyper bien. Autre chose que j'ai pas trop précisé d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on a abandonné le
côté rassurant que je dirais au début du film où le vaisseau est quand même assez bien éclairé et qu'on a une dominance du blanc. Non, là on a une dominance de noir, en fait, d'obscurité, pas forcément de noir mais d'obscurité finalement. On va avoir le côté très industriel du vaisseau, on va avoir des tuyaux dans tous les sens, ça va être sombre et on va avoir du coup le sentiment d'être plongé à l'intérieur de ce vaisseau, surtout dans ces 20 dernières minutes où il va y avoir aucun dialogue, et ça je trouve ça que c'est très fort. Enfin, on va avoir aucun dialogue, on va avoir du coup le personnage de Ripley qui va lancer le processus d'autodestruction du vaisseau avant d'essayer de s'enfuir dans la navette. Elle va s'y rendre dans un premier temps, mais elle va croiser l'alien, donc elle va faire demi-tour pour tenter d'arrêter ce processus d'autodestruction, mais c'est trop tard. Et donc là, elle va quand même dire à maman qu'elle a essayé, elle a tout remis en place, que normalement ça devrait marcher. Et là, non, elle est seule, même l'ordinateur lui tourne le dos finalement, c'est vraiment un grand moment de solitude. Son seul allié, j'ai envie de dire, la seule présence qu'elle peut espérer, c'est le chat, qu'elle va par tous les moyens tenter de sauver, et elle va réussir. Et ouais, cette scène, c'est une grande scène de fuite, ça dure 20 minutes. Il y a vraiment très peu de dialogue, encore une fois, comme je disais, il y a juste ça. Et ça marche parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec elle, avec ce système de caméra à l'épaule, encore une fois, c'est stressant, ouais, c'est limite, on est essoufflé avec ce personnage de Ripley, c'est intense, c'est intense. Et donc suite à ça, pour revenir sur le film, on a Ripley qui va quand même réussir à sauver le chat. Et donc, on va se rendre du coup dans la capsule de sauvetage. Et puis, elle s'en va, le vaisseau explose. Elle commence à se préparer pour aller dans son pod d'hibernation, appelons ça comme ça, avec le chat. Donc on la voit se déshabiller, on se dit ça y est, elle est en sécurité. Et là, paf, on se rend compte que l'alien, il est avec elle dans la navette de secours. Et d'ailleurs, c'est là que je trouve ça fort, c'est parce que du coup, ça fait des années que je vois le film, je dirais pas régulièrement, mais je l'ai vu quand même beaucoup de fois. Et donc j'ai fait de nombreux revisionnages pour cette vidéo. Et lors d'un de ces revisionnages, je me suis rendu compte que finalement, l'alien, je vais vous le montrer, on le voit. Donc voici la dite scène où on voit bien l'alien quand Ripley rentre dans cette capsule d'éjection, cette capsule de secours finalement. Donc ça va aller très vite, on va l'apercevoir, attendez. Là on le voit. Je vais vous remettre la scène bien évidemment au ralenti, pour que vous puissiez mieux voir. Hop, je trouve que c'est flagrant quand on est image par image. Hop. Alors je sais, on l'a encore vu, ça a été peut-être un peu vite, je vais juste vous montrer. Du coup voilà. Quand je mets sur pause ici, je trouve qu'on le voit bien. Et là, si j'entoure, une petite tête, tout simplement. Et si je pointe ça du doigt, en fait, c'est que c'est pas du tout un défaut. Au contraire, c'est que ça renforce pour moi le fait qu'on voit finalement l'alien, qu'on puisse le voir avant que le personnage lui-même le voit. C'est une preuve pour moi qu'il y avait bien une volonté déjà dans les scènes précédentes de nous faire croire qu'on pouvait voir l'alien, qu'on pouvait le chercher et tout. Et le fait qu'on puisse le voir avant qu'il fasse son entrée, si j'ose dire, c'est... on voit que l'alien, il se fond bien en plus dans le décor du vaisseau, au milieu de tous ces tuyaux. Il a un camouflage presque parfait. Et c'est vraiment pour moi une volonté de dire, en fait, vous pouvez le voir, ou des fois, vous pouvez croire le voir. Et finalement, il était là, quoi. Donc, suite à tout ça, l'alien qu'on va voir un petit peu allongé, comme s'il dormait finalement. Et ça, d'ailleurs, je vais répondre tout de suite pourquoi on le voit allongé, un peu faible, en train de dormir. C'est parce que dans la tête de Ridley Scott, c'est quelque chose de pas déconnant, je trouve. Quelque chose de pas déconnant, c'est que l'alien, en fait, devait avoir un cycle de vie assez court. Parce que on a, dans un premier temps, le facehugger qui implante l'embryon d'alien dans un corps.
le Chase Buster, et le Chase Buster, il grandit quand même très vite. Et en fait, je trouve ça vraiment pas déconnant du tout d'avoir un être qui grandit vite, mais qui meurt aussi vite. C'est quelque chose qui sera abandonné par la suite, hein, du coup. Malheureusement, peut-être pas. Disons juste que je dirais pas que c'est quelque chose de ce point de vue que j'avance de Ridley Scott. Je dirais pas que c'est quelque chose de mauvais ni quelque chose de bien. C'est un point de vue qui est intéressant. Là, si ça avait été conservé à la suite, enfin dès la suite, donc Alien avec un S, le retour, ça aurait juste donné quelque chose de différent. On voit que ça a été abandonné dans la suite parce que forcément, ils arrivent dans cette colonie et il y a plus personne d'envie. Il y a juste 350 aliens et bon, on sait qu'ils sont pas là depuis hier, quoi. Donc forcément, c'est une idée qui a été abandonnée, mais pourquoi pas. Et donc c'est pareil, je reviendrai un petit peu après sur ça. Et donc finalement, on a une scène où on a Sigourney Weaver, donc on est encore en pleine tension. Je trouve que vraiment la tension ne baisse pas. Il y a eu un moment où ça a baissé quand forcément le vaisseau a explosé et on s'attendait à la fin du film, parce que finalement on a eu nos 3 actes. Les 3 actes, pour faire court, c'est il y a une situation initiale, il se passe quelque chose, un événement pivot, si j'ose dire. Dans le deuxième acte, il va y avoir plusieurs péripéties. Donc, dans le premier acte, l'élément pivot, c'est le moment où il y a le facehugger qui s'accroche sur Kane. Les péripéties, c'est tout le monde qui meurt. Et le troisième acte, finalement, c'est la résolution, la fin, donc le vaisseau qui explose, et puis basta. Sauf que là, on a voulu nous faire un 4e acte, enfin, c'est le réalisateur, Ridley Scott, encore une fois, qui a tenu à ce qu'il y ait ce 4e acte, ce qui va faire rallonger d'ailleurs le budget du film de 2 ou 3 millions. Je crois que grosso modo, le film a coûté 11 millions, et il en a rapporté quelque chose comme dans les 180, hein. Donc c'est un bel investissement. J'ai tenté de vérifier toutes ces informations-là, mais j'ai vu plein de choses qui se contredisaient. Donc c'est une fourchette que je vous donne. Et donc, on a du coup un 4e acte qui va d'ailleurs être une tradition finalement dans les films aliens, dans quasiment tous les films aliens. Je dis bien quasiment parce que on va avoir donc dans le 2, 3, 4 les Prometheus et Covenant, ouais. Il y a que dans les Aliens versus Predator, et encore quoique, oui, parce que Alien versus Predator, que vous vouliez ou non, pour moi c'est dans la saga Alien. En fait, ils vont tous avoir un 4e acte, ces films. Ça va devenir une tradition. Et pourquoi pas. C'est quelque chose qui marche assez bien. Et surtout dans le premier Alien, parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc forcément, ça marche très très bien. Et donc du coup, il va y avoir cet affrontement entre Ripley et l'Alien, où elle va le réveiller un petit peu avec des projections de fumée. Là, il va se mettre un petit peu en colère. Elle va ouvrir le sas, elle va lui envoyer un grappin. Le grappin qui va rester accroché à l'alien et qui va se bloquer quand la porte se ferme. Là, on a l'alien qu'on voit encore une fois en gros plan. Même si je disais que je suis pas fan de voir la créature en gros plan, parce que vu que c'est d'époque, c'est souvent assez mal fait, si j'ose dire, et que on a le côté mystère quand on a des gros plans, côté mystérieux en tout cas, quand on voit des gros plans sur la tête, sur la queue, et qu'on voit jamais le corps entier de l'alien. Là, je trouve que ça marche assez bien parce que forcément, même si ça pourrait être entre guillemets mal fait, vu qu'on a un alien qui est dans l'espace et qui est pas forcément trop contrôle de ses mouvements, assez bien quand même quand on y pense, puisqu'il essaye de remonter quand même dans un réacteur. Mais ça passe, ça fait le taf, ça marche bien, c'est plutôt bien. Et donc du coup, comme je disais, cet alien qui va essayer de se réfugier, de remonter dans le vaisseau en tout cas en passant par le réacteur, ben il va se faire carboniser à coup d'une grosse propulsion en fait de la part de Ripley. Ripley fait le dernier message du journal de bord, on lui envoie un signal comme quoi c'est elle la dernière survivante du Nostromo. Elle va dodo avec son chat, fin du film. Et là on est toujours en face d'un chef-d'œuvre finalement, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Et du coup, il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir, c'est que j'ai du coup, pour les besoins de cette vidéo toujours, j'ai aussi maté la Director's Cut du film. La Director's Cut, il faut savoir que c'est quelque chose... même Ridley Scott, si vous voulez, va dire que c'est pas le montage officiel. Pour Ridley Scott, le montage officiel du film, c'est celui qui est sorti au cinéma, c'est la version cinéma. Cette Director's Cut, elle a été amenée parce qu'en fait, en 2003, il y a
un coffret quadrilogie, donc les 4 premiers aliens, qui sont sortis en DVD. Et à cette occasion, le studio va demander aux 4 réalisateurs des films de faire une version longue. Même si je crois que David Fincher, je me suis pas encore penché sur ce sujet-là, mais n'a pas trop voulu participer. Mais en tout cas, ce film a quand même une version longue, Alien Cube. Les 3 suites d'Alien vont avoir une version longue, et Ridley Scott, lui, il avait pas grand-chose à faire, mais pour répondre à ce besoin-là du studio qui lui avait demandé, il a quand même fait une Director's Cut. Cette Director's Cut, oui, effectivement, elle n'est pas canon, j'ai envie de dire. C'est quand même le premier film Alien qu'il faut prendre en compte dans sa version cinéma. Il n'y a pas énormément d'ajouts. D'ailleurs, cette Director's Cut, elle fait à peu près la même durée que le film original. Mais il y a quand même 2-3 choses intéressantes que je tiens à souligner. Alors, pour commencer, je vais quand même parler des choses pas intéressantes. On va avoir une scène où... Enfin, pas intéressante. Différente, mais qui n'apporte pas grand-chose, en tout cas. On va avoir une scène où Lambert va mettre une grosse gifle à Ripley suite au fait qu'elle n'ait pas voulu leur ouvrir précédemment avec le pauvre Kane avec son facehugger sur la tête. On va avoir une scène où, grosso modo, quand le chat est dans la boîte vers la fin du film, là, il y a un plan où l'alien, il va shooter dedans. Miaou. Ah ah. Oh putain, tu fais super bien le chat. Merci. Non mais vraiment, je pense vraiment. Merci du fond du cœur. Bon, pourquoi pas, ça peut être un peu rigolo. Mais là, pour moi, il va y avoir plusieurs choses intéressantes, comme je disais. D'une part, il va y avoir, comme je vous disais, la scène où Brett se fait enlever et ramener dans les conduits d'aération. Là, on va avoir Parker et Ripley qui vont arriver en fait à ce moment-là et qui vont voir Brett se faire enlever en hauteur dans les conduits d'aération. Ce qui donne déjà beaucoup plus de sens à la scène où Parker explique un petit peu au groupe après qu'il savait pas si c'était l'alien qu'il avait vu, mais qu'il avait vu quelque chose d'énorme enlever Brett. Donc déjà, rien que ça donne un peu plus de sens à cette scène. Une autre scène qui va prendre tout son sens aussi, c'est quand plus tard dans la version cinéma du film, c'est aussi dans la version Director's Cut, on va avoir, je sais plus qui dit ça, je crois que c'est encore Parker, mais je suis plus sûr, qui dit grosso modo qu'en gros, ils ont été dans les conduits de ventilation et qu'ils ont pas trouvé le corps de Dallas. Il n'y avait pas de son non plus, il n'y avait rien en fait. Et donc ça c'est pareil, c'est quelque chose d'un peu surprenant avec la version cinéma et avec les suites d'Alien, parce que bon, on sait que l'Alien, il va laisser des traces, hein, que ce soit de sang ou des corps ou autre. Et là, il n'y a rien du tout finalement. On ne sait pas où est-ce qu'il a disparu, le bougre. Et suite à ça, on va avoir du coup dans cette Director's Cut une scène qui pour moi aurait pu faire partir la saga Alien, enfin pour moi et pour quasiment tout le monde hein, de toute façon, faire partir la saga Alien dans une direction totalement différente, mais qui justifie quand même pas mal de choses dans la version cinéma. On va avoir une scène où pendant la fuite de Ripley, dans les 20 dernières minutes du film, elle va tomber sur un endroit qui va être en quelque sorte le nid de l'alien, et on va avoir du coup le personnage de Brett qui est quasiment transformé intégralement, où en fait on nous fait comprendre que les aliens, leur système de reproduction, c'est-à-dire que c'est des humains qui se transforment en œufs. Et c'est pareil, encore une fois, c'est pas une mauvaise idée ou une bonne idée, c'est juste une idée différente, intéressante aussi. Et donc du coup, on va avoir, comme je disais, Brett, où on voit vraiment que le haut de son crâne, qui va être quasiment transformé intégralement en œuf, et on va avoir le personnage de Dallas qui va être au mur et qui va lui dire sauve-moi Ripley, sauve-moi. C'est je trouve, comme je l'ai dit, c'est un point de vue intéressant. Ça prend son sens du coup sur le fait qu'on ne voit pas dans la version cinéma et dans la Director's Cut aussi, mais dans la version cinéma du coup, parce que c'est celle qui est canon et que je recommanderais de toute façon de regarder, même si encore une fois vous pouvez regarder la Director's Cut, il y a quand même 2-3 trucs intéressants. C'est pas le chamboulement, mais voilà. Et donc ouais, du coup ça justifie ce fait qu'on ne retrouve pas le corps de Dallas, qu'on ne voit pas de sang nulle part. C'est juste que l'alien l'a pris pour pouvoir faire un œuf supplémentaire. Probablement se nourrir aussi, parce que je pense que c'est
Il y a de ça aussi, et ça renforce aussi, comment dire, l'idée de cet être qui est éphémère, en fait. Qui va avoir une croissance rapide, mais également une mort rapide. Il va chercher à tout prix à se reproduire le plus vite possible. Et pour se reproduire, ça passe par les facehuggers. Et pour avoir des facehuggers, eh ben, il faut des œufs. Tout simplement. Et ouais, finalement, je suis assez content qu'ils aient pas gardé cette scène pour plusieurs raisons. C'est déjà, premièrement, la plus évidente, c'est que dans Aliens, on n'aurait pas eu tout ce système de reproduction avec tous les xénomorphes qui vont défendre une reine qui, elle, pond des œufs. Je dis pas qu'il n'y aurait pas eu de suite à Alien, mais que la suite aurait été grandement différente. Enfin, en tout cas, il y aurait eu des éléments quand même assez différents dans cette suite. Après, encore une fois, vu qu'on a connu que cette version, on peut pas juger de ce qui aurait été fait, comment ça aurait été amené. Mais en fait, ça aurait été tellement différent quand on y pense. Peut-être même que James Cameron, il aurait pas eu l'idée de faire une suite en développant cette idée de reine alien. On sait pas, on saura jamais. Mais du coup, vu qu'on a connu que cette version-là, c'est assez difficile d'imaginer la version où les aliens fabriquent des œufs avec des corps humains. Et deuxième raison pour laquelle je suis contente qu'elle soit pas dans le montage final finalement et que dans cette Director's Cut, c'est que je trouve que ça ralentit un petit peu le rythme, même si, en plus, comme je l'ai dit, le rythme il est au service de la narration dans ce film, mais vraiment à fond quoi. Même si le rythme était quand même assez lent au début de film, le rythme il s'est vachement accéléré sur la fin, surtout les 20 dernières minutes. Et je trouve que ça ralentit pas mal la fuite de Ripley, en fait, de voir cette scène où elle retombe sur ses anciens collègues et qu'elle comprend. Enfin, il y a tout un moment où elle s'arrête et qu'elle va avoir un peu de la peine pour eux, tout ça, forcément. Ça ralentit tout ça, ça ralentit l'action de la fuite, c'est pas quelque chose dont je suis fan, et en plus de ça, je trouve que même s'ils sont mal barrés, hein, surtout Dallas qui est là, qui dit sauve-moi Ripley, finalement on se rend compte que Ripley c'est pas la seule survivante, et je trouve que ça enlève quelque chose au film, et je trouve, ouais, c'est vraiment une bonne idée d'avoir supprimé ce truc. C'est vachement intéressant de l'avoir mis dans une Director's Cut, je trouve que c'était l'occasion de le placer. Et ça justifie quand même pas mal de choses dans le film de version cinéma qui, même si la version cinéma, encore une fois, est pour moi celle que je vous conseillerais de regarder, est la plus accurate, la plus canon, grosso modo, on sent qu'il y a quand même 2-3 choses qui sont restées dans cette version cinéma. Encore une fois, pour moi, l'exemple le plus parlant, c'est Dallas où son corps disparaît totalement, il n'y a pas de sang, rien, c'est la scène de crime parfaite. Et finalement, dans la version cinéma, mais déjà sur le moment, mais encore plus en regardant les suites, où on sait que les aliens, comme je l'ai dit, ils font pas de détails, on est en droit de se demander, bah merde, où est-ce qu'il est, ce con, qu'est-ce qu'il en a fait de lui. Et puis même quand on y pense, Brett, même si là sa mort va être un peu plus sanglante dans la version cinéma, dans la Director's Cut il va d'ailleurs y avoir un peu plus de sang. Je suis pas contre qu'il y ait un peu plus de gore dans le film, pourquoi pas, c'est pas forcément nécessaire, c'est ni bien ni mauvais pour moi, mais c'est vrai que le corps après il est nulle part en fait, même dans les conduits d'aération il le trouve pas, et ça explique ça aussi. Et d'ailleurs, ça me permet de aussi basculer sur un autre sujet un peu intéressant, c'est que avant de regarder le film, parce que j'ai regardé le film sur Disney+, pour les besoins de cette vidéo, enfin en grande majorité en tout cas, car j'ai aussi une version DVD des films Aliens, et justement donc c'est comme ça que j'ai vu la version avec les commentaires audio du réalisateur et aussi la Director's Cut, parce que c'est dans ce fameux coffret-là qu'on a tout ça. Et en voulant me renseigner sur quelle version du film il y avait sur Disney+, je me suis dit on sait jamais, si c'est la version cinéma, j'aurais juste à regarder la Director's Cut sur mon DVD, et si c'est la Director's Cut, je regarderai la version cinéma sur mon DVD. Et en fait, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu le coffret DVD, j'avais naïvement ce raccourci où je me disais Director's Cut et version longue, c'est forcément mieux que version cinéma parce qu'il y a des choses en plus.
C'est pas toujours le cas, honnêtement. Ça se vérifie pas que pour les films aliens. Ça se vérifie pour plein d'autres trucs. Peut-être que j'aborderai le sujet sur certains de ces films plus tard. Mais ça, c'est encore autre chose. Et donc forcément, je regardais beaucoup la Director's Cut de ce premier Alien. Et en cherchant quelle était la version sur Disney+, je suis tombé sur beaucoup de forums, que ce soit des forums en français, en anglais ou autre, qui disaient que en fait, ils avaient l'impression que sur la version Disney+, il manquait des choses, que ce soit en termes de gore et de sang. Et ça, je pense que ça justifie par rapport à la scène avec Brett quand il se fait enlever par l'alien. Et qu'ils avaient l'impression que Disney avait retiré des choses dans leur film. Et je pense que... Alors du coup, par curiosité, j'ai vérifié, j'ai regardé une fois la version cinéma sur mon DVD, et en fait, il n'y a rien qui bouge. Et je pense qu'en fait, il va y avoir tout un groupe de personnes qui va penser naïvement que la version Director's Cut est mieux. Encore une fois, elle est pas inintéressante, il y a des choses assez sympas à voir et qui justifient plein de choses. Mais je trouve la version cinéma de toute façon beaucoup mieux. Et qui vont avoir regardé en boucle sur leur coffret, Blu-ray, DVD, ce que vous voulez, la version Director's Cut. Et quand ils sont passés sur la version Disney+, ils ont dit « Ah bah tiens, il manque des choses ». Et je pense que c'est dû à ça. Si vous voulez vérifier un petit peu par vous-même, regardez les fameux forums où il y a plein de gens qui disent « Ouais, il y a des choses qui ont été supprimées. Ouais, il y a des scènes qui ont été un peu censurées. Ouais, Disney, ils font n'importe quoi. » Non, le film, il est vraiment tel quel sur Disney+, dans sa version cinéma. Mais, ouais, non, à mon avis, c'est des gens qui ont été beaucoup plus habitués à la Director's Cut. Et d'ailleurs, ça me permet, je vais encore dériver un petit peu sur un autre sujet. Je trouve que dans une ère où on essaye de nous enlever le format physique, que ce soit jeux vidéo, DVD, tout ce que vous voulez, ce serait quand même intéressant que les plateformes de streaming proposent un film. Donc là, je prends l'exemple d'Alien, parce que c'est de ça qu'on parle. Un film avec sa version cinéma, mais qu'on nous propose toutes les alternatives en fait pour voir le film, c'est-à-dire son Director's Cut, et aussi les commentaires audio. Alors moi je sais qu'il y a 2 commentaires audio du film. Moi j'ai vu que ceux de 2003 où il y avait pas mal de monde sur les commentaires audio. Je sais qu'il y avait quasiment tous les acteurs du film. Il y avait du coup Ridley Scott, il y avait encore quelques membres de la production quoi. Enfin, il y avait vraiment pas mal de monde, et je sais qu'il y en a une autre que j'ai pas vue du coup pour l'occasion. Faudrait que je regarde quand même un petit peu. C'est les commentaires audio qui avaient été faits juste avant ceux de 2003, où Ridley Scott était vraiment tout seul. Je sais que ça existe, je l'ai pas vu. Mais voilà, en fait, pour revenir à ce que je disais, proposer des films sur des plateformes de streaming, c'est bien, mais je trouve que ce serait quand même mieux de proposer tous les visionnages possibles en fait d'un film, parce que je trouve que c'est un peu important pour comprendre une œuvre, pour voir des points de vue différents. Je sais que c'est peut-être quelque chose un peu de niche, parce qu'il va vraiment y avoir beaucoup de gens qui vont, comme moi, même moi je suis un amateur, je suis un cinéphile mais très amateur. C'est une niche de gens, il y a beaucoup de gens en fait qui vont regarder du cinéma pour le côté divertissement, c'est-à-dire un de ses premiers buts, mais il va y avoir beaucoup de gens qui vont bien aimer analyser un petit peu, voir les bonus de production, les making-of, tout ça. Je trouve que ouais, ce serait intéressant. Alors, le côté making-of et tout, je trouve que ce serait aussi intéressant de mettre ça sur les plateformes de streaming. Je sais que Disney+, c'est quelque chose qu'il faut saluer quand même chez eux. Ils font beaucoup de making-of. J'en ai pas regardé pour le moment, mais sur leur série originale Disney+, que ce soit sur du Star Wars, du Marvel, ça c'est fort louable. Mettre les making-of, pourquoi pas, les bonus, pourquoi pas, encore une fois, mais au moins proposer ouais, les différentes versions d'un film, ce serait vraiment bien. Ce serait cool. Je trouve que là, au moins, on aurait de quoi se mettre sous la dent, même si c'est entre guillemets, un marché de niche, ce serait parfait. Je pense qu'il y aurait pas forcément à payer plus cher en plus, donc bon, voilà. En tout cas, bilan de ce Alien, encore une fois, je le redis, je le répète, c'est une masterclass. Le film, ça fait 45 ans cette année qu'il est sorti.
Il a quasiment pas pris de ride, comme je vous l'ai dit, il y a quand même 2-3 plans qui me font un peu tiquer, mais c'est vraiment histoire de chercher un petit peu la bête que je dis ça. Franchement, le film vieillit pas du tout. Le rythme y est impeccable. On va avoir des musiques d'ambiance impeccables. On va avoir des plans de caméra impeccables. C'est encore une fois, je trouve que c'est pareil. Il y a aussi eu une restriction de budget qui fait que Ridley Scott voulait faire un film de 3 heures. Il a dû passer à 2 heures. Et il a retiré beaucoup de plans où en fait on voyait l'alien entièrement. Et je trouve, et ça se vérifie assez souvent dans le cinéma, que finalement, c'est pas toujours une mauvaise chose d'avoir un petit budget, en tout cas à cette époque, parce que là on a vraiment le côté créatif des réalisateurs, des metteurs en scène qui prend le dessus, et forcément, comme je l'ai dit, les plans serrés sur l'alien où on le voit jamais entièrement, ça marche, enfin jamais, quasiment jamais entièrement, ça marche très très bien. Le fait que on est dans un vaisseau assez sombre, ça marche très bien, parce que c'est mettre l'alien en pleine lumière, c'est pareil, ça fait forcément moins angoissant. Et en fait, tout ça, c'est couplé à certaines volontés artistiques, mais aussi beaucoup à, à bricoler le film. C'est un film en carton, encore une fois, comme je le disais. Ce qui est pas une insulte, mais forcément, t'es obligé de faire preuve de plus de créativité, comme Spielberg avec son requin dans les dents de la mer, ou George Lucas avec son Star Wars, où il a fait ça avec des fils, des maquettes, enfin... Et ouais, bah ça rend hyper bien, encore 45 ans après, quand on sait avec quoi ça a été fait. Même s'il y a quand même eu quelques moyens pour faire les décors, notamment celui du vaisseau et du Space Jockey. De toute façon, il y a que 2 décors dans le film, donc c'est cela. Mais ouais, non, c'est toujours un plaisir de voir ce film. Je vous le recommande. J'imagine que vous l'avez vu quand même au moins une fois avant de voir cette analyse. Sinon, ce serait un peu dommage. Mais ouais, c'est un classique du cinéma dans tous les cas. Et voilà, c'est parfait. C'est dû aussi pour beaucoup, pas que, je précise le pas que, ce sera important plus tard. C'est aussi beaucoup dû à la volonté de Ridley Scott, parce qu'à la base c'était censé être un film de série B, comme je l'ai expliqué dans la partie création. Ça aurait dû à la base être un monstre ou des monstres. C'est pareil, c'est encore assez vague comme truc, j'ai fait beaucoup de recherches, mais voilà. Type Gremlins qui emmerdait des gens dans un bombardier de la Seconde Guerre mondiale et qui les tuait un par un. Ça devait être vraiment un film de série B, et non, Ridley Scott il a poussé pour avoir son grand film. Et il a bien fait, Et ce qu'il fait, c'est impeccable. On peut pas lui retirer sur ce Alien, sur celui-ci, en tout cas. Que ouais, non, il savait ce qu'il faisait, il le fait très bien. C'est impeccable, c'est impeccable. Pour moi, il y a pas de fausse note, Le jeu d'acteur, il est très bon, que ce soit en VO ou même la VF, qui est solide. C'est pareil. Je suis ni partisan de la VO ni partisan de la VF, les deux sont bien. On a de très bons doubleurs VF. D'ailleurs, petite pensée à Alain Dorval qui double le personnage de Brett qui nous a quitté récemment, qui était la voix française de Stallone. Mais ouais, non, regardez le film, juste kiffer quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite analyse slash review vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre analyse de film. Cette fois, on va partir, puisque ça, c'est un petit peu l'épisode 1 sur les films aliens par Ridley Scott. On va se diriger vers Prometheus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette review. Alors, avoir vos avis, oui, forcément, c'est toujours intéressant d'échanger sur un film. Donc, je suis preneur. Mais dites-moi aussi ce que vous avez pensé sur ma façon de faire. Je pense que vous avez remarqué que pour cette analyse slash critique slash review slash ce que vous voulez, je fais très peu de plans de coupe. C'est vraiment j'enchaîne tout ce que j'ai à dire parce que je trouve que c'est plus fluide, c'est plus naturel. J'ai plus de choses à dire que plutôt de l'écriture. Même si je peux passer à côté de certaines choses, je suis passé probablement à côté de plein de choses. Il y a plein de choses dont je suis sûr que je vais pas parler. Dites-moi si c'est une façon de faire qui vous plaît, s'il y a des choses à améliorer, que ce soit dans cette façon de faire ou non. En tout cas, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt du coup pour
l'analyse de Prometheus. Des gros bisous, à la prochaine. Adrenaline in my soul, every fight out of control. Do it all to get them off their feet. Crowd is here, about